Mohamed resta donc chez la veuve et s'habitua au métier de marchand. Il prenait ses fonctions très au sérieux et avait si bien profité de l'excellent enseignement prodigué à l'école du temple qu'il était plus fort que sa patronne en matière de calcul. Elle put bientôt le charger entièrement de la vente, et elle constata qu'il faisait toutes sortes d'innovations. Elle remarqua qu'il vendait précisément ce qui était bon marché et non authentique, après l'avoir vanté avec passion. S'était-il déjà habitué aux marchandises de ce genre et avait-il appris à les apprécier? Un soir, ayant découvert qu'il en avait vendu une grande quantité, elle lui en fit malicieusement la remarque. Appris à les apprécier, cette camelote, dit-il dédaigneusement. Non, Khadija, je m'en suis débarrassée pour faire place à quelque chose de mieux. Tu n'as donc pas l'intention de remplacer ce genre de marchandises demanda-t-elle anxieusement. Mon mari disait toujours que les choses bon marché attirent les acheteurs. Nous pouvons nous passer des acheteurs qui se laissent attirer par de telles choses, répondit Mohamed. Crois-moi, Khadija, ton magasin sera bien plus apprécié et il sera fréquenté par des clients plus distingués si tu n'offres que des beaux objets de valeur et parfaitement authentiques. Mohamed ne put convaincre la femme que lentement, très lentement, mais il finit par y parvenir. 3 ans plus tard, on pouvait constater un changement complet dans la boutique. Seuls les objets de choix étaient offerts à la vente et tout ce qui n'était pas authentique avait disparu. Mais ce qui avait le plus changé, c'était la propriétaire elle-même. Elle n'avait plus ni poudre ni peinture sur le visage et portait des vêtements simples et de bon goût. Seuls ses mouvements précipités et gauches montraient encore qu'elle n'était pas de noble origine, et quand quelque chose l'irritait, sa voix devenait légèrement criarde. Elle avait une attitude singulière à l'égard de son assistant, qui n'avait pas encore atteint ses 18 ans. Elle donnait parfois l'impression de craindre ses réprimandes, toujours exprimées avec franchise. Il était le maître absolu de toute l'affaire, et ce qu'il disait avait du poids. Les employés honoraient celui qui, bien qu'étant beaucoup plus jeune qu'eux, était un modèle d'honnêteté, de fidélité et de gentillesse. Quant à lui, son sens de l'observation s'était aiguisé. Au cours de la première année, il avait reçu dans le magasin la visite d'un client que Khadija avait elle-même servi, tandis que Mohamed lui apportait les objets. Soudain, le jeune homme avait pris l'homme par le poignet et lui avait dit à mi-voix mais d'un ton ferme : « Remets sur la table les perles que tu viens de prendre. » Khadija trembla. Comment Mohamed pouvait-il dire une chose pareille alors qu'il était à ce moment-là tout au fond du magasin et n'avait donc rien pu remarquer? L'homme se mit en colère. « Lâche-moi immédiatement! Comment oses-tu me toucher? » « Je te lâcherai dès que tu auras remis les perles entre les mains de Khadija. »« Mais je n'ai pas de perles !» Alors Mohamed plongea la main à l'intérieur du vêtement de l'homme et en retira un sac ingénieusement conçu qui, outre les perles qui venaient d'être subtilisées, contenait encore bien d'autres choses. Le voleur démasqué se défendit, mais Khadija fit venir les gardes qui le maîtrisèrent et l'emmenèrent, tandis que la femme, toute excitée, n'en finissait plus de parler de ce qui venait d'arriver. Mohamed se contenta de dire : « Tu vois, pour moi il n'est pas besoin de trous dans la tenture. » Autant Mohamed s'appliquait à assurer le succès du commerce pendant des heures d'ouverture, autant il se retirait régulièrement dans sa chambre dès la fermeture du magasin. Chaque fois que la femme l'invitait à prendre un repas chez elle,
ou lui demander de l'accompagner pour faire une visite, il refusait. Dans les familles au sein duquel j'ai grandi, lui expliqua-t-il gravement, les hommes se tenaient à l'écart des femmes, non parce qu'ils s'estimaient supérieurs, mais parce qu'ils honoraient la nature plus délicate de la femme, et je veux en faire autant. Elle aurait bien aimé savoir comment il employait ses loisirs, mais il n'en parlait pas, et toute question s'avéra inutile. Un jour, il fut appelé de toute urgence auprès de son oncle, qui avait quelque chose d'important à lui dire. Le message était si pressant que Mohamed quitta sa chambre sans prendre le temps de ranger ce à quoi il travaillait. Khadija se glissa dans la pièce et fut amèrement déçue de ne trouver que des feuilles couvertes d'inscriptions qu'elle ne pouvait déchiffrer, étant donné que c'était de l'hébreu. Mais maintenant au moins elle savait qu'il s'adonnait à des études. Il était encore jeune et pouvait bien continuer ainsi pendant quelques années. Quand Mohamed eut rejoint Abu Talib, il trouva ce dernier fortement agité. Il avait demandé à une riche veuve de l'épouser et elle avait accepté. Lui, l'infirme, pouvait encore connaître un bonheur qu'il croyait à jamais exclu. Juridiquement parlant, Mohamed était le chef de famille et devait donc donner son accord pour que le mariage puisse être valable. Abu Talib était mort de peur, car Mohamed pouvait découvrir à cette occasion qu'il l'avait privé jusqu'alors de son héritage paternel. Si le jeune homme réclamait à présent son héritage, il ne lui resterait que peu de biens, et il ne serait vraisemblablement plus question de mariage. Mohamed pouvait lire dans le cœur de son oncle comme dans un miroir, et celui qui s'accrochait si désespérément à l'argent lui faisait peine. Malgré tout, il aurait considéré comme injuste de ne rien dire du tout, et dans ce cas, Abu Talib demeurerait indéfiniment dans l'incertitude. Il dit donc avec calme, « Mon oncle, je te donne volontiers mon accord pour ton mariage. Toi seul peux savoir s'il doit t'apporter le bonheur. Je t'offre en cadeau de mariage tout ce que tu as jusqu'à présent considéré comme ton bien propre. Je me réserve simplement ce palais et tout ce qui s'y rattache. C'est infiniment peu en comparaison de toutes les richesses qui t'échoient légalement à dater de ce jour. Je te demande toutefois de ne pas faire venir ta femme dans cette maison. Elle a un beau palais dans lequel nous voulions de toute façon habiter, répondit Abu Talib. Dès le mois prochain, quand j'aurai déménagé, tu pourras aller venir ici à ta guise, sans être dérangé. Il ne fit pas la moindre allusion au cadeau royal de Mohammed, et n'eut pas honte que ce dernier ait vu clair en lui. Il était simplement soulagé que tout se soit passé aussi facilement. Longtemps Mohammed fut poursuivi par le souvenir d'une telle cupidité. C'était comme si Abu Talib avait deux âmes, l'une mauvaise et l'autre très bonne. Laquelle des deux l'emporterait? Après le mariage d'Abu Talib, Mohammed réintégra le palais de ses pères et y vécut entouré de nombreux serviteurs, dirigé par le vieux et fidèle Mustapha, qui aimait son jeune maître par-dessus tout. Pendant la journée, le jeune homme travaillait dans le magasin de Khadija. Cependant que les locaux étaient fermés, il se retirait dans son propre domaine. Il était rarement avec des jeunes de son âge et n'en éprouvait pas le besoin. Mais un jour, l'envie le prit de voyager. Les réserves de perles et de pierres précieuses tiraient à leur fin et il fallait s'en procurer de nouvelles. Il demanda à la veuve de lui confier ses achats. Elle accepta, reconnaissant que ses affaires ne pourraient être placées en de meilleures mains.